Mon nom est Audrey Peterson. J'ai 29 ans. 8 mois plus tôt, il m'avait passé une bague au doigt dans notre cuisine. Les mains tremblantes juste assez pour paraître sincères. 3 années ensemble avant cela, nous avions des calendriers, un acompte sur un lieu de réception. Un agenda partagé qui contenait encore des rappels codés par couleur pour des choses comme la dégustation finale et l'envoi des save the date. Je croyais à la solidité de tout cela. À cette sorte d'amour discret et peu spectaculaire qui arrive à l'heure et tient ses promesses. Cette conviction a tenu jusqu'à 3 jours avant la Saint-Valentin. Il m'a demandé de m'asseoir dans le salon. De la façon dont les gens le font quand ils s'apprêtent à dire quelque chose qu'ils ont répété dans leur tête. La télévision était éteinte. La pièce semblait mise en scène, trop soignée, trop intentionnelle. Je l'ai remarqué immédiatement. De cette façon dont mon corps semble toujours savoir avant que mon esprit ne rattrape. J'ai réfléchi, a-t-il dit, les doigts entrelacés, les coudes sur les genoux, le visage sérieux. Le ton prudent. À propos de nous, a-t-il continué. À propos de savoir si nous sommes vraiment faits l'un pour l'autre. Mon estomac s'est serré. Ce n'était pas dramatique, pas de douleur aiguë, juste cette sensation lente d'enfoncement. Comme un câble d'ascenseur qui se détend. D'où ça sort, ai-je demandé, déjà sur mes gardes. J'ai juste besoin de savoir si ce que je ressens pour toi est un amour réel. A-t-il dit. Ou si ce n'est que du confort, de la familiarité. Je l'ai regardé. Le mot familiarité a sonné faux, comme une insulte déguisée en introspection. Nous sommes fiancés, ai-je dit doucement. Tu m'as demandé en mariage il y a 8 mois. Je sais, a-t-il répondu rapidement. Et je le pensais. Vraiment. Mais ces derniers temps. Je me demande si j'ai dit oui parce que je veux sincèrement passer ma vie avec toi ou parce que c'était attendu. Attendu. Il ne l'a pas dit cruellement. Cela l'a presque rendu pire. Parce que tu es sûr, a-t-il ajouté. Voilà. Le mot qu'il pensait probablement neutre, peut-être même flatteur. Sûr. Comme quelque chose pour lequel on se contente, comme une pièce capitonnée. Comme un endroit où l'on se cache quand on ne veut rien risquer de réel. Alors, qu'est-ce que tu es en train de dire, ai-je demandé, bien que je le sache déjà. Je veux une pause. A-t-il dit. Juste pour un moment. Pour voir si tu me manques. Pour voir si être séparé me fait. Réaliser à quel point j'ai besoin de toi. Le timing ne m'a pas échappé. La Saint-Valentin était dans 3 jours. La réservation que j'avais faite 2 mois plus tôt au restaurant italien qu'il aimait. Le week-end que j'avais prévu, les boucles d'oreilles déjà emballées et cachées dans mon tiroir. Je sais que le timing n'est pas idéal, a-t-il ajouté en regardant mon visage. Le timing est parfait, ai-je répondu d'un ton plat. Il a froncé les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu pourras être célibataire le jour de la Saint-Valentin. Ai-je dit. Libre de faire ce que tu veux, ou qui tu veux. Sans techniquement tromper. Et si ça ne marche pas, tu reviens vers moi. Vers ta solution de secours. Son visage s'est durci. Ce n'est pas juste. J'essaie d'être honnête avec toi, a-t-il dit. C'est moi qui suis sincère. Honnête aurait été d'en parler avant de me demander en mariage. Ai-je répondu. Ou avant que je dise oui. Ou avant que nous déposions un acompte pour un lieu de mariage. Je ne savais pas ce que je ressentais à l'époque, a-t-il dit. Et maintenant, soudain, tu le sais, ai-je demandé. 3 jours avant la Saint-Valentin. Il a croisé les bras, sur la défensive. J'ai besoin d'espace pour y voir clair. Je l'ai regardé un long moment. L'homme que j'avais prévu d'épouser, l'avenir autour duquel j'avais déjà réorganisé ma vie. La personne qui me demandait maintenant la permission d'essayer une autre version de sa vie tout en me laissant au point mort. D'accord, ai-je dit. Il a cligné des yeux. D'accord? D'accord, ai-je répété. Prends tout le temps dont tu as besoin. Pendant une fraction de seconde,
il a semblé presque déçu, comme s'il s'attendait à des larmes. À des supplications ou à une preuve dramatique que je ne pourrais pas survivre sans lui. Vraiment? A-t-il demandé. Tu es d'accord avec ça? Je te dis de prendre ta pause. Ai-je répondu. Figure-toi ce que tu veux. Je ne t'en empêcherai pas. Il m'a étudié, confus. Tu es bizarrement calme. Que préférerais-tu? Ai-je demandé. Que je pleure. Que je supplie? Est-ce que cela prouverait mieux mon amour que 3 années à être réellement là? Pour toi? Il n'a pas répondu. Je vais rester chez ma sœur quelques jours. A-t-il dit finalement. Juste pour m'éclaircir les idées. Bien sûr, ai-je répondu. Il a hésité, puis a ajouté, tu ne vas pas paniquer ou quoi que ce soit. J'ai failli rire. À la place, je l'ai regardé faire sa valise, éviter mon regard. Et j'ai entendu la porte se refermer derrière lui avec un clic doux et définitif. Dès qu'il est parti, j'ai tout annulé de ce que j'avais prévu pour la semaine de la Saint-Valentin. La réservation au restaurant et le week-end. Les acomptes n'étaient pas remboursables. Honnêtement, cela m'a semblé moins cher que le coût émotionnel de m'asseoir seul à cette table ou de me forcer à un séjour construit sur le déni. Puis j'ai rapporté les boucles d'oreilles, obtenu un crédit magasin. Et je l'ai utilisé pour m'acheter une montre que je regardais depuis des mois. Quelque chose de simple, quelque chose juste pour moi. C'était étrange. Cela semblait aussi juste. Cette nuit-là, je me suis assise seul sur le canapé et je me suis laissé penser, vraiment penser, au dernier mois. Les soirées tardives qu'il disait dues au travail. L'obsession soudaine pour l'amélioration de soi. La distance émotionnelle que j'avais mise sur le compte du stress du mariage. À un moment, presque sans réfléchir, j'ai ouvert mon téléphone et vérifié le partage de localisation. Il ne l'avait jamais désactivé. Il n'était pas chez sa sœur. Il était de l'autre côté de la ville, dans un complexe d'appartements que je ne reconnaissais pas. J'ai regardé l'écran longtemps. J'ai pris une capture d'écran, je l'ai sauvegardée. Puis j'ai désactivé mon propre partage de localisation pour qu'il ne puisse plus voir où j'étais. L'appartement a semblé différent une fois qu'il était parti. Pas vide, juste plus silencieux, comme un endroit qui avait enfin cessé de retenir son souffle. Je n'ai pas pleuré cette première nuit. Je n'ai pas fait les 100 pas ni rejoué la conversation en boucle comme je le faisais après de plus. Petite dispute. Je suis restée assise, les jambes repliées sous moi. La lueur de la ville filtrant à travers les stores, et j'ai laissé le calme s'installer. Le silence semble toujours anormal quand on a l'habitude de se justifier. J'ai mieux dormi que je ne m'y attendais. Le lendemain matin, le soleil a progressé sur le plan de travail de la cuisine, s'arrêtant à l'endroit où se trouvaient autrefois ses clés. J'ai préparé du café par habitude, versé 2 tasses sans réfléchir, puis je me suis arrêté. Une tasse est restée intacte, refroidissant près de l'évier. Je l'ai versée sans cérémonie. Mon téléphone a vibré vers le milieu de la matinée. Tu me manques déjà. J'espère que tu vas bien. Je l'ai lu une fois, puis une autre, non pas parce que cela m'a touché, mais parce que je voulais comprendre l'intention derrière. S'il me manquait, il ne serait pas de l'autre côté de la ville. S'il s'inquiétait pour moi, il n'aurait pas eu besoin d'espace. Si cette pause concernait vraiment la clarté, il ne vérifierait pas comme un propriétaire s'assurant que la propriété n'avait pas brûlé. Je n'ai pas répondu. Ce message n'était pas de l'amour. C'était de l'entretien. Me garder au chaud sur le feu arrière pendant qu'il explorait ses options. J'ai poursuivi ma journée malgré tout. Des emails de travail, des courses. Les mécanismes banals d'une vie qui avait apparemment été trop sûre pour retenir son attention. J'ai remarqué à quel point mon corps restait calme en traversant tout cela. Pas de poitrine serrée, pas d'anxiété bourdonnante. Juste une conscience stable et ancrée que quelque chose de fondamental avait changé. Cette nuit-là, la curiosité m'a de nouveau poussé. Pas de suspicion, pas de panique. Juste une envie calme et rationnelle de confirmer ce que mon instinct avait déjà accepté.
J'ai ouvert mon téléphone, cliqué sur notre localisation partagée. Il était toujours là. Même complexe d'appartement, même point sur la carte, immobile. Je n'ai pas ressenti l'adrénaline à laquelle je m'attendais. Pas de pic de colère, pas de chagrin, juste une certitude profonde et apaisante. Il n'était pas allé chez sa sœur. Il n'avait pas eu besoin d'espace. Il n'était pas confus. Il choisissait entre des options. Je n'ai pas pris d'autres captures d'écran. Je n'avais plus besoin de preuves. J'ai simplement laissé mon propre partage de localisation désactivé, la décision déjà prise. Le lendemain s'est déroulé de la même façon. Calme, fonctionnel. Il n'est pas rentré. Il n'a pas appelé. Un autre message est arrivé ce soir-là. Quelque chose de vague sur l'espoir que je ne sois pas en colère. Sur le besoin de temps pour réfléchir. Je l'ai laissé non lu. Le silence, j'apprenais, n'était pas une faiblesse. C'était de la clarté. C'était refuser de participer à un récit conçu pour me maintenir dans l'incertitude. Quand la veille de la Saint-Valentin est arrivée, je n'attendais plus qu'il revienne. Je ne me demandais plus ce que je dirais s'il le faisait. J'étais déjà parti, juste pas physiquement. Ce que j'ignorais encore, c'est que mon refus de le poursuivre avait attiré l'attention de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui voyait à travers la performance depuis l'extérieur. Et au matin, cette pause tranquille qu'il croyait contrôler était sur le point de basculer dans une direction qu'il n'avait jamais vu venir. Le message est arrivé le lendemain matin. Il était suffisamment tôt pour que mon café n'ait même pas fini de couler quand mon téléphone s'est allumé sur le plan de travail. J'ai failli l'ignorer par habitude, un autre réflexe que je commençais à désapprendre. Mais le nom m'a fait m'arrêter. Evan, le cousin de mon petit ami. Nous nous étions toujours bien entendus. C'était le genre de personne qui remarque les choses. Qui pose de vraies questions au lieu de remplir le silence de bruit. Lors des réunions de famille, c'était généralement celui qui s'appuyait contre un chambranle, observant discrètement pendant que les autres jouaient un rôle. Une fois, après un dîner particulièrement gênant, il avait plaisanté à mi-voix que j'étais bien trop fonctionnel émotionnellement pour cette famille. À l'époque, j'avais ri. Maintenant, son message disait « Eh, j'espère que ce n'est pas bizarre. Mais est-ce que tu vas bien ?» Je l'ai regardé longtemps avant de répondre. J'ai connu mieux. 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Je m'en doutais, a-t-il répondu. Il a posté quelque chose hier soir qui m'a serré l'estomac. Pas parce que je me souciais de ce que mon petit ami postait, mais parce que je savais ce que ce serait. Poster quoi, ai-je demandé. Une de ces stories, prendre le temps de se recentrer. Éclairage de spa. Citation inspirante. Très. Lui. J'ai laissé échapper un rire sec que je ne savais pas retenir. Ouais, ai-je tapé. Ça lui ressemble. Il a dit à la famille que tu n'étais pas solidaire. A continué Evan. Que tu ne comprenais pas son parcours émotionnel. Voilà. Le récit se formait déjà, se propageait déjà. J'ai posé mon téléphone une seconde, appuyé ma paume à plat sur le plan de travail. Et inspiré lentement. Quand je l'ai repris, ma réponse était mesurée. A-t-il mentionné qu'il avait demandé une pause 3 jours avant la Saint-Valentin? Les points se sont figés. Non. A-t-il mentionné qu'il mentait sur l'endroit où il restait? Cette fois, la pause a été plus longue. Non. A finalement répondu Evan. Il a dit qu'il avait besoin d'espace et que tu n'avais pas bien géré. J'ai senti quelque chose se poser dans ma poitrine. Pas de la colère, de la reconnaissance. Il ne reste pas chez sa sœur. Ai-je écrit. Il est dans le même appartement de l'autre côté de la ville depuis qu'il est parti. Une autre longue pause. J'avais peur de ça, a écrit Evan. Peur de quoi, ai-je demandé. Que ce n'était pas de la confusion, a-t-il dit. Que c'était de la stratégie. Nous sommes restés un moment dans cette compréhension partagée. 2 personnes liées par la proximité d'un même problème,
mais debout de côtés très différents. Tu veux en parler? A-t-il demandé. En personne, je veux dire. Sans pression. J'ai hésité, non pas parce que cela semblait inapproprié, mais parce que cela semblait de façon inattendue ancrée. Comme si quelqu'un avait tendu une main sans essayer de me tirer quelque part. Un café, ai-je répondu. Aujourd'hui. Ouais, a-t-il dit. Je connais un endroit calme. Sans jugement. Sans avis sauf si tu en demandes. J'ai souri pour la première fois depuis des jours. Quand j'ai rencontré Evan plus tard dans l'après-midi, cela n'avait rien d'un rendez-vous. Aucune énergie gênante, aucune tension non dite. Juste deux personnes assises l'une en face de l'autre, des tasses qui refroidissaient entre nous. Parlant clairement. Je lui ai tout raconté. La conversation, le mot sûr, le timing, le mensonge sur sa sœur. Le point de localisation qui n'avait pas bougé depuis des jours. Evan a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai terminé, il s'est légèrement penché en arrière et a expiré. Il est avec quelqu'un, a-t-il dit simplement. Je sais, ai-je répondu. Il voulait une pause pour pouvoir tester, a continué Evan. Sans conséquence. Sans être le méchant. C'est exactement ce que j'ai ressenti, ai-je dit. Comme si on me garait au cas où. Evan a hoché la tête. Il a déjà fait ça. Pas exactement comme ça, mais suffisamment proche. Quelque chose dans cela a fait relâcher mes épaules. Tu gères ça mieux que la plupart des gens, a-t-il dit après un moment. Je ne gère pas, ai-je corrigé. Je ne le poursuis juste pas. La bouche d'Evan a tressailli, quelque chose comme du respect passant sur son visage. Bien, a-t-il dit, parce qu'il comptait sur toi. Quand nous nous sommes levés pour partir, il n'y a pas eu de moment dramatique. Pas de regards insistants, juste un sentiment d'alignement facile et inattendu. En sortant, Evan a jeté un coup d'œil à son téléphone puis à moi. Tu as des projets demain? A-t-il demandé avec nonchalance. Demain, la Saint-Valentin. J'en avais, ai-je dit. Je les ai annulés. Il a hoché la tête. Moi aussi. Première fois célibataire depuis un moment. Je l'ai considéré une seconde. Le timing, l'ironie, la rébellion silencieuse. Le café était bien, ai-je dit. Peut-être que demain on passe au dîner. Strictement comme deux personnes qui refusent de rester à la maison à attendre que quelqu'un d'autre décide de leurs valeurs. Evan a souri. Solidarité anti-Saint-Valentin. Exactement. Ce que ni l'un ni l'autre n'a dit à voix haute, mais que tous les deux avons ressenti. C'est que ce n'était pas une question de vengeance. C'était une question de se retirer. Et quelque part de l'autre côté de la ville, mon petit ami pensait encore contrôler la pause. À la fin de la Saint-Valentin, il allait apprendre à quel point il avait tort. La Saint-Valentin est arrivée sans cérémonie. Pas d'anticipation, pas de compte à rebours. Juste un matin calme et un sentiment de résolution qui m'a surprise par sa stabilité. Je me suis réveillé tôt, le soleil s'étirant en bande pâle sur le mur de la chambre. Pour la première fois depuis des jours, je n'ai pas vérifié mon téléphone tout de suite. J'ai préparé du café, pris une douche. Choisi des vêtements sans me demander quel message ils envoyaient. L'absence de cette négociation mentale constante était libératrice. Mon téléphone a vibré pendant que je nouais mes lacets. Joyeux Saint-Valentin, avait-il écrit. J'ai beaucoup pensé à toi. J'ai regardé l'écran quelques secondes, puis posé le téléphone face contre le plan de travail. Penser, j'avais appris, ne signifiait pas choisir. Quand le soir est arrivé, la ville semblait différente. Les restaurants brillaient plus chauds, les trottoirs se remplissaient de couples se tenant la main. De bouquets emballés dans du papier brun, de rires s'échappant des portes. Je me suis senti étrangement invisible en traversant tout cela, détaché, non revendiqué. Evan était déjà au restaurant quand je suis arrivé. Rien de chic, un petit endroit coincé entre une librairie et un salon de manucure. Éclairage bas, menu simple, le genre d'endroit où l'on va parce que la nourriture est bonne. Pas parce qu'elle se photographie bien.
Content que tu sois venu, a-t-il dit en me voyant glisser dans le banc. Moi aussi, ai-je répondu, et j'ai réalisé que je le pensais. Nous avons commandé du vin, parlé de choses neutres d'abord, le travail, la dynamique familiale. Le soulagement non dit de ne pas avoir à jouer le rôle de l'amour un jour qu'il exige. Quelque part entre le premier verre et le second, mes épaules se sont détendues. J'ai ri, vraiment ri. De quelque chose qu'il a dit sur l'obsession de son oncle pour les podcasts complotistes. Cela semblait humain, facile. Rien à voir avec la tension à laquelle je m'étais habitué ces derniers mois. C'est alors que mon téléphone a sonné. Son nom s'est allumé sur l'écran. Je n'ai pas répondu immédiatement. Evan a remarqué, levant un sourcil. « Tu vas bien ?» a-t-il demandé. « Oui, ai-je dit. Autant le faire. » J'ai décroché. « Et » a-t-il dit, la voix claire, presque maniaque. « Joyeux Saint-Valentin. » « Joyeux Saint-Valentin » ai-je répondu d'un ton égal. « J'ai pensé à toi toute la journée » a-t-il continué. « À nous. » Et j'ai réalisé quelque chose. « Ah oui » ai-je demandé. « Oui. » a-t-il dit rapidement. « Je n'ai plus besoin de pause. Je sais maintenant ce que je veux. Je te veux. » J'ai attendu, laissé les mots suspendus. « Où es-tu » a-t-il demandé. J'entendais le bruit du restaurant de son côté, des verres qui s'entrechoquaient. Des voix qui se chevauchaient. « Dehors » ai-je dit. « Avec qui » J'ai jeté un coup d'œil de l'autre côté de la table à Evan, qui souriait maintenant ouvertement. La curiosité dans les yeux. « Pour dîner » ai-je ajouté. Il y a eu un temps. Puis, tu es dans un restaurant le jour de la Saint-Valentin. Oui. Avec qui a-t-il insisté. Avec ton cousin, ai-je dit calmement. Le silence qui a suivi a été profond, pas un silence de communication coupée. Pas de mauvaise réception. Du choc. Mon cousin, a-t-il répété comme si les mots ne s'assemblaient pas. Ce n'est pas un rendez-vous. Ai-je dit. Ces deux personnes célibataires qui dînent le jour de la Saint-Valentin. Nous ne sommes plus en pause. A-t-il dit rapidement. Je viens de te le dire. Je veux rentrer. Je veux qu'on soit de nouveau. Ensemble. Tu as demandé une pause, ai-je répondu. Je t'en ai donné une. Ce n'est pas comme ça que ça marche, a-t-il craqué. Tu ne peux pas juste sortir avec mon cousin. Selon toi, ai-je dit, je peux faire ce que je veux. C'était tout le but. J'ai entendu sa respiration changer. Plus rapide maintenant, plus aiguë. C'était différent, a-t-il dit. Tu étais censé me manquer. Voilà. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Evan a tendu la main de l'autre côté de la table et a doucement pris le téléphone de ma main. Et, a-t-il dit dedans. Petite question. Il y a eu une protestation étouffée de l'autre côté. Est-ce que la femme chez qui tu restes sait que tu es fiancé? A demandé Evan calmement. Où as-tu oublié de le mentionner pendant que tu te cherchais? Un son aigu et incohérent a éclaté dans le haut-parleur. Evan a souri, a terminé l'appel et m'a glissé le téléphone. C'était nécessaire, a-t-il dit. Mon téléphone a immédiatement commencé à vibrer. Des messages inondants. Tu vas regretter ça. Je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça. Mon propre cousin. Tu es malade. C'est fini. Les fiançailles sont rompues. J'ai montré l'écran à Evan. Il a haussé les épaules. Ce n'était déjà pas le cas quand il a demandé une pause pour rester avec quelqu'un d'autre? Techniquement, ai-je dit. Alors il rattrape juste la réalité. Nous avons commandé un dessert. Quand nous sommes sortis, il était presque minuit. J'ai mis mon téléphone en mode ne pas déranger. Plus de vibrations. Plus d'exigences clignotantes d'attention. Evan s'est arrêté près du trottoir. Tu veux de la compagnie pour rentrer? J'ai secoué la tête. Il est probablement là. Je ne veux pas lui donner plus de munitions.
Juste, a-t-il dit. Envoie-moi un message quand tu vas bien. J'ai hoché la tête et me suis dirigé seul vers l'appartement. Quand j'ai ouvert la porte, il était assis sur le canapé, le visage rouge, les yeux injectés. Encore habillé comme s'il arrivait directement de l'endroit où il avait prétendu être honnête. On doit parler, a-t-il dit. J'ai refermé la porte derrière moi. Oh, ai-je répondu. On le fait déjà. Il était assis exactement là où il m'avait laissé 3 jours plus tôt. Même canapé, même angle. Comme s'il avait mis la scène en pause et s'attendait à la reprendre selon ses termes. On doit parler, a-t-il répété, la voix tendue maintenant, dépouillée du calme répété. J'ai posé mes clés lentement, enlevé mon manteau. Je n'ai pas précipité. Je n'ai pas joué l'urgence pour lui. À propos de quoi? Ai-je demandé. La pause que tu as demandée. La femme chez qui tu restais. Ou le fait que tu sois en colère que je n'ai pas attendu patiemment pendant que tu expérimentais? Sa mâchoire s'est crispée. Je n'ai pas trompé. Nous étions en pause. A-t-il ajouté rapidement. Comme une clause légale qu'il pensait le protéger. Une pause que tu as demandée. Ai-je dit. 3 jours avant la Saint-Valentin pour voir si je te manquais tout en restant chez une autre femme. Ce n'est pas ce qui s'est passé, a-t-il craqué. Tu tordes tout. Je liste des faits. Ai-je répondu. Tu as demandé de l'espace. Tu as menti sur l'endroit où tu étais. Tu t'attendais à ce que je reste loyal pendant que tu examinois tes options. Ses yeux se sont posés sur mon téléphone, encore sombre dans ma main. Tu m'as suivi, a-t-il dit soudain, si accrochant. C'est une violation totale de ma vie privée. Tu n'as jamais désactivé le partage de localisation? Ai-je dit calmement. Je n'ai rien piraté. J'ai regardé. C'est quand même du contrôle. A-t-il rétorqué. C'est exactement le genre de comportement qui m'a fait avoir besoin d'espace. J'ai réellement ri alors, pas fort, juste une fois. Un son court et incrédule. Je suis contrôlante. Ai-je répété. Tu as demandé la permission de coucher avec quelqu'un d'autre sans conséquence. Et moi je suis contrôlante. Il s'est levé, a commencé à faire les 100 pas, les mains dans les cheveux. Tu ne comprends pas à quel point c'était dur pour moi. J'étais confus. J'avais peur. Je ne savais pas comment te le dire. Tu savais exactement comment me le dire? Ai-je répondu. Tu l'as répété. Je veux une pause pour voir si tu me manques. Ce n'était pas de la confusion. C'était de la stratégie. Il s'est arrêté de marcher, s'est tourné vers moi. Je ne pensais pas que tu ferais vraiment quelque chose, a-t-il dit. Voilà. La vérité a glissé, non gardée et non filtrée. Je ne pensais pas que tu sortirais avec quelqu'un, a-t-il continué. Surtout pas mon cousin. Alors la pause ne s'appliquait qu'à toi, ai-je dit. J'étais censé rester ici misérable. Prouvant à quel point j'avais besoin de toi pendant que tu t'amusais. Ce n'est pas ce que je voulais dire, a-t-il dit faiblement. Mais c'est ce à quoi tu t'attendais. Ai-je répondu. Tu voulais un test. Tu ne t'attendais juste pas à ce que je le réussisse. M'éloignant. Son visage s'est alors effondré, la colère cédant à la désespoir. J'ai fait une erreur, a-t-il dit. Les gens font des erreurs. Ce n'était pas une erreur, ai-je dit. Oublier un anniversaire est une erreur. C'était un plan. Il s'est approché. Je t'aime. Je n'ai pas bougé. Non. Ai-je dit doucement. Tu aimais à quel point je rendais ta vie sûre. Tu aimais savoir que je serais là quoi qu'il arrive. Ce n'est pas la même chose. Le silence s'est étiré entre nous, épais et lourd. Finalement, il a expiré brusquement. Je veux la bague. D'accord, ai-je dit. Je suis entré dans la chambre. Ouvert le tiroir où la boîte de bagues était restée intacte depuis la nuit où il était parti. Les prises. Un moment, je l'ai tenue dans ma paume,
surprise par le peu de poids qu'elle portait maintenant. Quand je la lui ai tendue, ses doigts ont hésité avant de se refermer dessus. « C'est tout ?» a-t-il demandé. « Tu ne vas même pas te battre pour nous ?» Je l'ai regardé dans les yeux. « Après 3 ans, tu as demandé une pause pour être avec quelqu'un d'autre. » Ai-je dit. « Pourquoi exactement suis-je censé me battre ?» Il m'a regardé comme s'il me voyait pour la première fois. Pas comme son filet de sécurité, pas comme sa solution de secours. Comme une personne qui avait choisi autrement qu'il s'y attendait. Sans un autre mot, il a attrapé son sac et est sorti en trombe. La porte claquant assez fort pour faire trembler le cadre. Je l'ai verrouillé derrière lui. Cette nuit-là, seul dans l'appartement, j'ai mieux dormi que depuis des mois. Et j'ai su, sans la moindre trace de doute, que quoi qu'il arrive ensuite, je n'accepterai plus jamais d'être l'option de quelqu'un. Les retombées n'ont pas attendu le matin. Elles ont commencé moins d'1 heure après son départ. Mon téléphone s'allumant comme un signal d'alarme que j'avais appris à reconnaître trop tard dans la vie des autres. Sa mère a appelé en premier. Je n'ai pas répondu, puis sa sœur, puis une tante, puis sa mère à nouveau. Quand j'ai posé mon téléphone face contre la table basse, il avait déjà sonné 7 fois. Je l'ai laissé là, vibrant jusqu'au silence. Le lendemain a été pire. J'ai répondu à l'appel de sa mère au 8e essai, non pas parce que je me sentais obligé, mais parce que je voulais entendre comment l'histoire avait déjà été réécrite. « Tu dois t'excuser auprès de mon fils », a-t-elle dit sans salut. « Pourquoi ?» ai-je demandé. « Pour l'avoir humilié. » A-t-elle répondu. « Pour être sortie avec son propre cousin. Pour avoir été cruelle et vindicative. Alors qu'il essayait d'être honnête avec toi. » Je me suis appuyé contre le plan de travail de la cuisine. Regardant le mur où notre photo de fiançailles avait été accrochée jusqu'à 3 jours plus tôt. « T'a-t-il dit ?» ai-je demandé calmement. Qu'il avait passé la pause qu'il avait demandée chez une autre femme. Il y a eu une pause. Ce n'est pas le point, a-t-elle dit d'un ton serré. C'est exactement le point. Ai-je répondu. Il voulait la liberté d'explorer d'autres options. Je ne l'ai pas arrêté. Il n'a juste pas aimé que la liberté s'applique aussi à moi. Vous étiez fiancé, a-t-elle craqué. Tu avais des responsabilités. Lui aussi, ai-je dit. Il a choisi de les ignorer. Elle a raccroché. Sa sœur m'a envoyé un message plus tard dans l'après-midi. Un long texte sur les limites et la vie privée et comment j'avais franchi une ligne en le suivant. J'ai répondu par une seule phrase. Il n'a jamais désactivé le partage de localisation. J'ai juste regardé. Il n'y a pas eu de réponse à cela. Son père a appelé ce soir-là. Son ton était différent. Fatigué, prudent. Je veux entendre ce qui s'est passé de ton point de vue, a-t-il dit. Alors je lui ai tout raconté, lentement, sans embellir. Quand j'ai terminé, il y a eu une autre pause, plus lourde celle-là. Je ne vais pas défendre ce qu'il a fait. A-t-il dit finalement. Mais tu dois comprendre que cela place la famille dans une position difficile. Je comprends, ai-je dit, mais je n'ai pas créé la situation. Non, a-t-il convenu doucement. Tu ne l'as pas créée. C'était la fin de la conversation. C'était aussi le dernier échange raisonnable que j'aurais avec quiconque directement lié à lui. Pendant ce temps, Evan et moi continuions de parler. Pas de façon romantique, pas encore. Juste honnêtement. Il était la seule personne qui n'essayait pas d'adoucir ce qui s'était passé ou de le transformer en quelque chose de plus acceptable. La seule qui ne me demandait pas d'être plus petite pour que quelqu'un d'autre reste à l'aise. Il se rassemble autour de lui. M'a dit Evan autour d'un café quelques jours plus tard. Mode victime totale. J'ai soupiré. Bien sûr. Il dit à tout le monde que tu étais froide. A continué Evan. Que tu l'as chassé. Que quand il a essayé de revenir. Tu l'avais déjà remplacé par moi. Remplacé? Ai-je soufflé. Nous avons dîné une fois. Je sais, a dit Evan. Mais ce n'est pas l'histoire qu'il raconte.
Je l'ai regardé. Et ta famille? Sa bouche s'est légèrement crispée. Ma mère m'a traité de traître. A-t-il dit. Ma tante ne me parle plus. Ma sœur a dit que j'aurais dû avoir honte. La culpabilité m'a piqué, aiguë et indésirable. Je suis désolé. Je n'ai pas voulu te causer de problème. Tu n'en as pas, a-t-il dit sans hésitation. C'est lui. Il a remué son café, les yeux pensifs. Et honnêtement, a-t-il ajouté. Le fait qu'il vous blâme toi et moi au lieu de le tenir responsable dit tout sur pourquoi il pensait pouvoir s'en tirer. J'ai hoché la tête lentement. Ce n'était plus seulement une question de rupture. C'était une question de qui avait le droit de dire la vérité et qui en payait le prix. Et pendant que la famille s'affairait à former le cercle des chariots, protégeant la version des événements qui les mettait le plus à l'aise, autre chose se déroulait silencieusement en arrière-plan. Un fil que je n'avais pas encore tiré, une vérité sur le point de faire surface. Que quelqu'un soit prêt ou non. Je n'étais pas allé la chercher. C'est la partie que les gens se trompent toujours quand ils entendent cette histoire plus tard. Ils ont supposé qu'il y avait une enquête dramatique, du défilement tard le soir. Du creusage obsessionnel, un besoin de prouver quelque chose. La vérité était plus calme que cela. La vérité, c'est qu'une fois qu'on cesse de se mentir, les réponses cessent de se cacher. Cela a commencé par un nom que j'avais entendu trop de fois pour le compter. Une collègue, toujours mentionnée avec nonchalance, toujours présentée comme inoffensive. Quelqu'un avec qui il déjeunait parce que leurs horaires coïncidaient. Quelqu'un dont le nom apparaissait dans des histoires qui n'avaient pas besoin d'un nom du tout. À l'époque, je l'avais classé sous « rien à craindre ». Parce que quand on fait confiance à quelqu'un, on n'interroge pas le bruit de fond de sa vie. Mais la confiance, une fois brisée, aiguise la vision. C'est Evan qui l'a dit à voix haute le premier. C'est elle. A-t-il dit en faisant défiler son téléphone alors que nous étions assis au même café que nous avions fini par traiter comme un terrain neutre. Le complexe d'appartement? Ça correspond. Je me suis légèrement penché en avant. Tu es sûr? Il a hoché la tête. Je l'ai reconnu d'une fête de fin d'année il y a quelques années. Il avait mentionné Kelly. Habitait. Même disposition, même structure de parking. Quelque chose dans ma poitrine s'est desserré, non pas parce que cela faisait moins mal, mais parce que le brouillard s'était enfin dissipé. Elle like tous ses posts, a continué Evan. Depuis des mois. Les commentaires sont familiers. Il a tourné l'écran vers moi. Toujours fier de toi. Tu mérites le bonheur. N'importe qui aurait de la chance de t'avoir. Il n'était pas explicite. Il n'avait pas besoin de l'être. C'était le genre de commentaire destiné à être remarqué par une personne et écarté par tous. Les autres? Ça n'a pas commencé pendant la pause, ai-je dit doucement. Non, a convenu Evan. La pause, c'était juste le moment où il a arrêté de faire semblant. Je n'ai pas ressenti de rage. Je n'ai pas ressenti l'envie de la confronter ou d'exiger des explications. Ce que j'ai ressenti, c'était de la clarté. Ce n'était pas de la confusion. Ce n'était pas une crise d'identité. C'était une stratégie de sortie lente et délibérée. Qui nécessitait que je reste exactement où j'étais, intact et sans question. Jusqu'à ce qu'il décide quelle porte il préférait. Plus tard ce soir-là, après le départ d'Evan. Je me suis assise sur mon canapé et j'ai regardé mon téléphone longtemps. Puis j'ai envoyé un seul message, non pas à elle, à lui. Tu devrais probablement lui dire que tu étais fiancé quand ça a commencé. C'était tout. Pas d'accusation, pas d'insulte, pas de menace. Il m'a bloqué sur les réseaux sociaux dans l'heure. Mais pas avant que quelque chose d'intéressant se produise. Ces réseaux sont devenus silencieux. Plus de citations. Plus de posts sur le parcours de guérison. Plus de vulnérabilité soigneusement mise en scène. Evan l'a remarqué en premier. On dirait que le paradis a une fuite. A-t-il dit sèchement quand nous avons parlé le lendemain. Apparemment. La conversation qu'il évitait a finalement eu lieu.
Je ne l'ai pas entendu directement. Mais la version qui m'est revenue était presque ridiculement prévisible. Elle lui avait demandé point blanc s'il était vraiment fiancé quand ils avaient commencé à se parler. Il avait essayé d'adoucir, de minimiser, d'expliquer. Techniquement oui. Mais émotionnellement non. C'était pratiquement fini. On faisait juste les gestes. Elle n'avait pas accroché. Les gens prêts à être l'autre option sont rarement prêts à se faire mentir eux-mêmes. En quelques jours, le fantasme qu'il construisait s'est effondré sous le poids de sa propre malhonnêteté. Et c'est là que les messages ont commencé. D'abord la colère. Pour qui te prends-tu? Tu n'avais aucun droit de lui écrire. Tu es obsédé. Tu n'arrives pas à laisser aller. Puis la culpabilité. Je n'arrive pas à croire que tu essaies de saboter mon bonheur. Je pensais que tu étais meilleur que ça. Puis la manipulation. Je réalise maintenant que tu souffres. Je t'ai blessé. J'ai fait une terrible erreur. Est-ce qu'on peut juste parler? Je t'aime encore. Je n'ai répondu à aucun. J'ai tout capturé, daté, classé. Quand quelqu'un passe d'une émotion à l'autre aussi vite, il ne communique pas. Il lance des hameçons, espérant qu'un d'eux accroche. Quand aucun n'a accroché, il a escaladé. Il a commencé à dire à des amis communs que je le harcelais, que je n'acceptais pas la rupture, que j'essayais de ruiner sa vie parce que je ne supportais pas de le voir avancer. Cela aurait presque été impressionnant si ce n'avait pas été si transparent. 5 jours après la Saint-Valentin, il s'est présenté à l'appartement sans prévenir. Je ne l'ai pas laissé entrer. S'il te plaît, a-t-il dit à travers la porte. 5 minutes. Je veux juste parler. De quoi, ai-je demandé. De nous, a-t-il dit. De notre avenir. J'ai ri doucement de l'autre côté de la porte. Qu'est-ce qui a changé, ai-je demandé. Il a hésité. Les choses n'ont pas fonctionné, a-t-il admis. Pas comme je m'y attendais. Alors c'est elle qui a mis fin, ai-je dit. Silence. Alors maintenant tu reviens, ai-je continué, la voix stable. Cherchant l'endroit que tu pensais encore ouvert. J'étais confus, a-t-il dit. Je pensais vouloir autre chose, mais ce que je veux vraiment. C'est toi. Non, ai-je répondu. Ce que tu veux, c'est un plan de secours. Ce n'est pas juste, a-t-il craqué. C'est exact, ai-je dit. Et je ne suis pas intéressé par ce rôle. Il est parti en colère, blessé, encore certain que j'étais le méchant de son histoire. D'une façon ou d'une autre, dans son esprit, je le serai toujours. Et pour la première fois, j'ai compris à quel point cela libérait. Parce que quand quelqu'un décide que tu es le méchant, quoi que tu fasses, tu es enfin libre d'arrêter d'essayer d'être le héros. Le problème de la désespoir, c'est qu'il arrive toujours vêtu d'urgence. Environ une semaine après la Saint-Valentin. Juste assez longtemps pour que la poussière se dépose et que le fantasme s'effondre complètement. Il est revenu plus fort qu'avant, moins contrôlé, moins répété. C'est alors que le bail est devenu une arme. Nous étions tous les deux dessus. Les deux non. Responsabilité partagée, responsabilité partagée. Un détail dont je savais qu'il finirait par essayer de s'en servir. La responsable de l'immeuble a été polie mais ferme quand j'ai appelé. Vous devrez vous mettre d'accord entre vous. A-t-elle dit. Ou attendre la fin du bail dans 4 mois. 4 mois, c'était une éternité quand quelqu'un était déterminé à garder un pied dans la porte. Il m'a envoyé un message ce soir-là. On doit parler de l'appartement. J'ai regardé le message un moment avant de répondre. Quoi à propos? Tu ne peux pas juste me pousser dehors, a-t-il écrit. J'habite aussi là. Tu es parti, ai-je répondu. Tu as demandé une pause. Tu as déménagé. Temporairement, a-t-il rétorqué. Tu ne décides pas de tout. Voilà encore. L'assumption que je finirais par céder, que je me fatiguerais. Que je ferais un compromis juste pour faire cesser la tension. Je n'ai pas cédé. À la place,
Je lui ai proposé un accord. Je reprendrai le bail en entier. Il récupérerait son dépôt. 1400 $. On partirait proprement. Il a ri quand je l'ai suggéré. C'est tout? A-t-il dit au téléphone. Après tout ça, tu penses que c'est juste? Je pense que c'est simple. Ai-je répondu. Tu ne veux pas l'appartement. Tu ne veux pas le bail. Tu ne veux juste pas perdre. Il a exigé plus. La moitié de la valeur des meubles, une compensation pour dommages émotionnels. Un remboursement pour des choses qu'il n'avait jamais payées en premier lieu. J'ai écouté, puis dit une seule phrase. Prends ça avec un avocat. Il n'en avait pas, et il ne pouvait pas s'en offrir un. Cela est devenu clair rapidement. La collègue, celle qu'il pensait être son atterrissage en douceur, ne s'était pas avéré le sauvetage financier qu'il imaginait. Elle gagnait à peu près la même chose que lui. Assez pour vivre confortablement. Pas assez pour remplacer le style de vie qu'il avait apprécié sur nos revenus combinés. La réalité, il s'est avéré, avait un budget. Pendant qu'il s'effondrait, Evan restait stable. Nous parlions presque tous les jours. Des messages qui commençaient par des prises de contact se transformaient en longues conversations. Le café devenait dîner. Le dîner devenait des heures assises l'un en face de l'autre, non pas à remplir le silence. Juste à le laisser exister. Rien de dramatique n'est arrivé. Pas de confession soudaine, pas de franchissement impulsif de ligne. Juste quelque chose qui se construisait lentement, naturellement. Un soir, alors que nous étions assis dans mon salon avec des boîtes de plats à emporter équilibrées entre nous, je l'ai finalement dit à voix haute. C'est bizarre? Evan a levé les yeux. Quoi? Ça, ai-je dit en faisant un vague geste entre nous. Tu es son cousin. Il y a des règles. Des règles faites par des gens qui n'ont jamais été dans cette situation. A-t-il dit d'un ton égal. Il a détruit votre relation. Pas toi, pas moi. Ta famille ne l'acceptera jamais, ai-je dit. Probablement pas, a-t-il convenu. Est-ce que ça te dérange? Il a réfléchi. Vraiment réfléchi. Moins que ça ne devrait. A-t-il dit. Certaines familles valorisent les apparences plus que l'intégrité. J'ai assez d'âge pour connaître la différence. Quelque chose s'est installé entre nous alors. Pas une promesse, pas une déclaration, une décision. 2 semaines après la Saint-Valentin, la dernière tentative est arrivée. Il s'est présenté à nouveau, cette fois en journée. Je n'ai pas ouvert la porte. S'il te plaît, a-t-il dit à travers. Je sais que j'ai merdé. Je le sais maintenant. Tu le savais déjà, ai-je répondu. J'avais peur, a-t-il insisté. J'ai paniqué. Non, ai-je dit. Tu as calculé. Il y a eu une longue pause. Tu choisis vraiment ça? A-t-il demandé. Le choisir lui plutôt que moi. J'ai brièvement posé mon front contre la porte. Je me choisis moi, ai-je dit. Lui ne se met juste pas en travers. C'était la dernière fois que nous nous sommes parlé face à face. Quelques jours plus tard, il a signé les papiers, transféré le bail, pris le dépôt. Est parti sans un autre mot. Cela m'a coûté 1400 $. Cela m'a acheté la paix. Et quand je me suis tenu seul dans l'appartement ensuite. Les murs nus là où ses affaires avaient été, les pièces soudain plus grandes. J'ai réalisé quelque chose qui m'a surprise. Les meubles étaient les miens, la vaisselle était la mienne, le lit, la télévision. La vie pesait surtout de mon côté de la balance. Il n'avait pas construit un avenir avec moi. Il avait juste occupé l'espace, et maintenant enfin l'espace était à nouveau le mien. L'appartement ne semblait pas vide une fois qu'il était parti. Il semblait honnête. Pour la première fois depuis que nous avions emménagé ensemble. Je pouvais voir l'endroit clairement sans le poids du compromis pressé dans chaque coin. J'ai réarrangé les meubles, pas de façon dramatique, juste assez pour changer l'énergie. J'ai éloigné le canapé du mur, et changé la lampe de la chambre pour quelque chose de plus chaud. Peint un mur d'accent d'un gris doux et ancré.
J'ai acheté des plantes, de vraies, le genre qu'il faut soigner. Cela ressemblait à reconquérir un territoire que je n'avais pas réalisé que je cédais lentement. Sa dernière communication est arrivée par email. 3 pages, soigneusement écrites. Un langage émotionnel enveloppant des accusations si doucement qu'on pouvait presque les manquer si. On ne cherchait pas le schéma. Il était dévasté par ma trahison. Il n'avait jamais voulu que les choses aillent aussi loin. Il m'aimait encore malgré ma cruauté. Il espérait qu'un jour je réaliserais ce que j'avais perdu. La dernière ligne ressortait. Toi et Evan méritez l'un l'autre. Je l'ai regardé longtemps avant d'archiver l'email. Pas de le supprimer. L'archiver. La documentation compte quand quelqu'un t'a déjà montré à quel point il est à l'aise pour réécrire. La réalité. Quand je l'ai montré à Evan plus tard, il l'a lu une fois, puis a ri doucement. Elle a raison sur une chose, a-t-il dit. On se mérite probablement. Juste pas de la façon dont elle le pense. Nous n'avons rien précipité après cela. Pas d'annonce, pas de déclaration, pas de tentative de prouver quoi que ce soit à quiconque. Presque un mois s'est écoulé avant que nous appelions officiellement cela ce que c'était. Nous y sommes allés lentement exprès. Des dîners, des films, de longues conversations sur les valeurs plutôt que sur la chimie. Sur la façon dont nous gérons le conflit. Sur ce que nous avions tous les deux toléré dans le passé et ce que nous n'étions plus prêts à accepter. Il était différent de mon ex de façon qui comptait. Quand quelque chose le dérangeait, il le disait. Quand il avait besoin d'espace, il le demandait sans disparaître. Quand il voulait quelque chose, il ne le déguisait pas en découverte de soi. Une nuit, assis sur mon balcon avec la ville qui bourdonnait en dessous de nous. Il a dit quelque chose qui m'est resté. Je sais que c'est compliqué. A-t-il dit. Ma famille pense que je suis un traître. Sa mère me parle à peine. Les fêtes de fin d'année vont être gênantes pour toujours. J'ai hoché la tête. Je sais. Je veux juste m'assurer que tu comprends ce que tu choisis. A-t-il continué. Il y aura du jugement, des chuchotements, des histoires. Je comprends, ai-je dit. J'ai déjà vécu pire. Il a souri à cela, pas de façon triomphante, juste calmement. Moi aussi, a-t-il dit. Certains membres de la famille l'ont complètement coupé. D'autres ont envoyé des cartes passives-agressives aux fêtes. Un cousin l'a désabonné sur les réseaux après l'avoir traité de traître lors d'un dîner auquel il n'était pas invité. Et pourtant, son père prenait encore des nouvelles. Son frère trouvait toute la situation hilarante et demandait des mises à jour. Il avait des amis qui voyaient la vérité sans avoir besoin qu'on la leur explique. La famille n'est pas seulement le sang, m'a dit Evan une fois. La famille. C'est ceux qui te disent la vérité quand c'est inconfortable. Qui n'encouragent pas tes pires impulsions. Mon ex n'avait jamais eu ça. Il avait des gens qui l'excusaient, qui adoucissaient ses conséquences. Qui le convainquaient qu'il était toujours la victime. Et quand cela a cessé de fonctionner sur moi, il a complètement perdu pied. Je l'ai croisé une fois, des semaines plus tard, dans un supermarché. Parce que la vie a un sens de l'humour. Il m'a vu en premier, s'est figé, a tourné son chariot et est parti de l'autre côté sans un mot. Je ne l'ai pas suivi. Je n'ai pas appelé. Je n'avais pas besoin de clôture de la part de quelqu'un qui m'avait déjà montré exactement qui il était. L'appartement est calme maintenant. Différent. Evan vient quelques soirs par semaine. Nous cuisinons, regardons de la mauvaise télé-réalité, parlons de nos journées. Des choses ordinaires, des chaussures, mais pas le genre de sur qui ressemble à se contenter. Le genre qui ressemble à choisir. Est-ce parfait? Non. Certaines personnes croient encore sa version de l'histoire. Certaines le croiront toujours. Il raconte apparemment à quiconque veut l'écouter que j'étais froide. Qu'il a échappé à une relation toxique. J'ai arrêté de les corriger. On ne peut pas contrôler ce que les autres pensent de soi. On ne peut contrôler que ce qu'on tolère. Voici ce que j'ai appris.
Quand quelqu'un demande une pause juste avant un jour romantique, il n'essaie pas de se trouver. Il essaie de trouver quelqu'un d'autre tout en te gardant en attente. Tu n'as pas à être l'attente. Tu peux partir. Tu peux te taire. Tu peux le laisser découvrir exactement à quel point il avait besoin de toi. Et quand il revient en courant, paniqué, les mains vides, choqué que la porte ne soit plus là où il l'avait laissée, tu peux être ailleurs entièrement. Peut-être même dans un petit restaurant un soir ordinaire. En train de construire quelque chose de réel avec quelqu'un qui n'a jamais eu besoin de tester s'il te manquerait. Ce chapitre de ma vie est clos. Et pour la première fois depuis longtemps, l'avenir ressemble à quelque chose vers lequel je marche. Pas à quelque chose qu'on me laisse derrière.